Merci d'être resté avec nous. Sensation de sortie de corps, traversée d'un tunnel, lumière intense et apaisante, vision en accéléré de sa propre existence. Voici les principales images rapportées par les personnes qui, dans le coma ou ayant frôlé la mort, ont vécu une expérience de mort imminente. On appelle ça EMI ou encore en anglais NDE pour Near Death Experience. Longtemps considérés comme des phénomènes paranormaux, ces expériences et ces expérienceurs, comme on appelle ceux qui les ont vécus, sont aujourd'hui pris au sérieux par des médecins et des équipes scientifiques qui les étudient. Comment savoir si on a vécu une expérience de mort imminente? Que nous apprennent-elles sur notre conscience et où en est-on au niveau de la recherche? Pour répondre à vos questions de spécialistes, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin réanimateur à Toulouse et auteur de ce livre 4 regards sur la mort et ses tabous, c'est chez Guy Trédaniel. À vos côtés, Sébastien Dieguez, bonjour. Bonjour. Chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg en Suisse. Et pour témoigner, Laura Blanchon. Bonjour. Vous avez écrit avec votre mère, Renée Sim, Nos vies suspendues. Ça vient de sortir aux éditions Laménie Trédaniel. Alors, c'est parti de votre histoire. En 2008, vous aviez 20 ans et vous êtes atteinte d'une méningite foudroyante. 10 jours de coma. Oui. Et alors? Et alors, j'ai vécu ce qu'on appelle une décorporation. Je me suis vue au-dessus de mon corps. À ce moment-là, j'étais juste en vie grâce aux machines, donc on n'explique pas vraiment ce qui m'est arrivé. Et quand vous êtes sortie du coma, vous vous souveniez de quoi? Pour moi, c'était comme des rêves au final. J'ai raconté voilà, les rêves que j'avais faits pendant mon coma. Et on a fait plein de liens et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses... Qui étaient réelles? Qui s'étaient vraiment passées? Ouais. Ah ouais. Alors justement, des choses très concrètes. Alors d'abord, il faut préciser, vous n'êtes pas croyante. On va faire un peu votre personnalité pour qu'on comprenne bien votre témoignage, qui est complètement indépendant de toute croyance, de toute spiritualité, de toute expérience précédente avec des gens qui vous ont raconté des choses. C'est en sortant du coma que vous avez raconté, par exemple, à votre père ou que vous aviez vécu des choses et on vous a dit, ah bah oui, la scène, ou à votre maman, je crois, que votre père vous avait dit près de votre lit quelque chose pendant votre coma? Mon père, oui, lorsque j'étais reliée à mes machines, il m'a demandé de mourir plutôt que de souffrir si c'était trop dur pour moi, c'était trop douloureux. Et ça, je l'ai vu et je l'ai entendu. C'est-à-dire que cette scène s'est passée lorsque mon frère était dans la pièce. J'ai pu situer mon petit frère, à quel endroit il était, mon père, et j'ai pu rapporter les dires. Alors que vous étiez dans le coma? Oui. Vous l'avez entendu et vous, en même temps, vous voyez. Et je voyais, c'est ça le plus... Parce que mes yeux étaient fermés avec du steri strip en plus, et puis j'étais vraiment dans le coma. Et comment j'ai pu situer mon frère dans la pièce, mon père, les machines? Alors, pendant longtemps, on va voir ce qui a fait que vous avez voulu en parler un jour, mais pendant longtemps, c'est resté en vous, puis juste avec vos proches. Mais vous vous êtes posé quand même pendant ce temps-là des questions, justement, pendant cette période-là, sur ce qui s'était passé, pourquoi? J'ai fait un peu abstraction. Après, on a vite eu des enfants, j'ai construit ma vie à moi. Du coup, j'avais mis ça de côté. Et c'est lorsqu'avec ma mère, on s'est dit qu'il faudrait peut-être écrire un livre pour prévenir des dangers de la méningite, qu'en reprenant nos notes. Au départ, c'était pas pour écrire sur les expériences mort imminente, c'était sur la méningite. Voilà. D'accord. C'était pour ça. Mais comme ça fait partie de l'histoire, on en parle aussi. Et voilà. Quand vous parlez de décorporation, pendant que vous étiez dans le coma, votre corps était où? Il était dans l'angle gauche de la pièce, mais en hauteur. Je voyais vraiment, j'avais une vision, j'étais collée au plafond, quoi. Je voyais d'en haut. Et toujours au même endroit? Bah, ça s'est passé qu'une fois, cette vision-là. Et vous n'avez pas vu ce qu'on décrit le plus couramment, le tunnel avec la lumière blanche? Vous n'avez pas vu ça? Mais j'étais dans une lumière super apaisante. C'était vraiment agréable. C'était une expérience agréable. On va continuer avec votre histoire. Satie nous demande évidemment, c'est la question essentielle, comment est définie et expliquée une EMI par la science et la médecine? Allez-y l'un après l'autre, je vous en prie. Alors, comment elle se définit? Il y a deux écoles en fait. Il y a des gens comme Stéphane Loret, on va le voir, un chercheur qui fait progresser la science parce qu'il investit beaucoup là-dessus, qui est parti sur un dogme, à savoir que le cerveau est un organe qui fabrique de la conscience. Et il est parti aussi sur l'hypothèse que tout ce qui était vécu dans cette expérience était une hallucination secondaire à un cerveau déréglé. Voilà.
Et il fait beaucoup avancer la recherche parce qu'il travaille beaucoup sur le coma. Il n'y arrive pas à démontrer ça. Donc je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses a été exposée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai eu le privilège de diriger, qui est la thèse de François Lallier, qui a été donc récompensé par la récompense maximale pour une thèse de doctorat en médecine, à savoir mention très honorable, félicitations du jury, où on dit qu'il y a peut-être une autre façon de concevoir ces expériences, à savoir que notre cerveau serait peut-être un récepteur d'informations, un petit peu comme nos ordinateurs avec les informations situées dans un iCloud. Et tout ça parce que il y a des témoignages qui nous font dire que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, un électroencéphalogramme est plat. Donc peu importe la définition mort clinique ou pas, mais avec cet élément-là, on a une perception qui est beaucoup plus aiguë que lorsque notre cerveau fonctionne normalement. C'est-à-dire que les gens sont capables de décrire ce qui se passe en situation, les manœuvres de réanimation, mais aussi capables de décrire ce qui se passe dans une autre pièce et même à des kilomètres de là. Mais, attendez, nous, on passe notre temps à expliquer aux gens qui acceptent de donner les organes d'un de leurs proches que quand on dit électroencéphalogramme plat, quand on dit mort cérébrale, ça veut dire qu'il n'y a pas de possible retour à la vie, qu'ils sont morts. Vous êtes en train de dire le contraire, hein? Oui, je dis le contraire parce que c'est la vérité. Dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, mais ça peut être réversible grâce au progrès de la réanimation. On peut faire repartir des cœurs. Le message, il est confusant pour les donneurs d'organes, hein? Ah non, parce que le don d'organes, c'est irréversible. À ce moment-là, la mort clinique est irréversible. On a deux électroencéphalogrammes plats. Pour que ce soit clair, effectivement, c'est important pour les gens qui veulent donner. Un arrêt cardiaque, 15 secondes après, le cerveau, vous dites, il y a un électroencéphalogramme plat, sauf que dans les 15 secondes qui suivent, voire dans les minutes qui suivent un arrêt cardiaque, on fait de la réanimation. Donc il n'est pas question de dire, ah bah tiens, il y a eu un arrêt cardiaque, 15 secondes après, le cerveau ne fonctionne plus, donc on va laisser tomber, on va prélever les organes. Oui. Il y a une réanimation qui est faite. Et c'est en cas d'échec de la réanimation qu'on parle d'état de mort cérébrale et qu'on prélève. Grâce au SAMU, grâce aux interventions d'urgence qui sont faites à domicile et même sur la voie publique, on a beaucoup d'arrêts cardiaques qui sont récupérés. Et maintenant, on en aura de plus en plus parce qu'il y a des défibrillateurs automatiques qui sont mis en place un petit peu partout. Bien sûr. Et on aura de plus en plus de gens qui reviendront. On ne prélève pas dans les 15 secondes qui suivent, on prélève pas dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. C'est ce qu'on voulait dire. Donc pour pas qu'il y ait de malentendus et qu'on se dise, ah bah oui, je peux revenir. Parce que, non, les donneurs d'organes, là, il y a donc à distance 2 électroencéphalogrammes plats. Oui, définition précise. Voilà, il n'y a pas de retour possible à la vie. On est bien d'accord, les gens sont morts. Votre position, Sébastien Diguez? Oui, parce que là, on parle tout de suite de mécanismes ou de causes probables et même de philosophie. C'est pas de ma faute, c'était la question, je suis désolée. Non, je comprends bien, mais pour en revenir à la définition en tant que telle, il y a des listes comme ça de symptômes qui sont évocateurs de ces expériences et qui sont devenus presque prototypiques de la culture populaire, qui sont la sortie du corps, l'état de bien-être, vous les avez listés, tunnel, la lumière, la rencontre avec des êtres proches, etc. Je pense qu'une manière qui me paraît, disons, plus neutre et astucieuse, on va dire, de définir ces expériences, c'est toute expérience subjective qui se produit dans un moment évocateur du trépas, qui pourrait conduire à la mort, et qui suggère à l'individu ou à ceux qui entendent ces histoires l'existence possible d'un au-delà. C'est une définition neutre et qui me semble mieux cibler en fait de quoi on parle, quoi exactement, puis qui met de côté des notions ésotériques ou philosophiques ou même scientifiques. C'est une définition neutre. L'idéal, si on peut parler d'idéal au moment de la mort, ce serait de pouvoir l'enregistrer, tout ça. On a vu tout à l'heure un reportage, il y a quelque chose d'éminemment subjectif qui est la douleur. Personne ne peut aujourd'hui visualiser la douleur et pourtant il y a des chercheurs qui travaillent dessus. On pourrait imaginer qu'on puisse visualiser cette expérience de mort imminente chez des gens qui vont vraiment mourir. C'est délicat expérimentalement. On aimerait bien faire des choses comme dans le film L'expérience interdite de Joël Schumacher, où ces étudiants en médecine induisent leur propre mort et se ressuscitent. Mais évidemment, on ne peut pas tellement faire ça expérimentalement pour des raisons éthiques évidentes. Donc on peut avoir des approches indirectes, quoi, on va dire. On se base que sur les expériences racontées. Alors ça, il faut peut-être appuyer là-dessus, en fait. On nous demande à quand remontent ces premiers témoignages connus d'expériences de mort imminente. Depuis quand?
donc la version moderne, c'est milieu des années 70, avec la publication d'un livre qui s'appelle La vie après la vie, et qui recensait certaines de ces expériences. Elles ont toujours existé, surtout, parce que le mythe d'Air de Platon, on a ce guerrier qui va dans l'au-delà, qui fait une incursion dans l'au-delà et qui revient dans son propre corps après. Donc ça ressemble beaucoup. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas y avoir parfois de la suggestibilité, parfois c'est difficile. Bien sûr, pas ça du tout pour vous. Il y a quand même des phénomènes troublants. Par exemple, Eben Alexander, un neurochirurgien d'Harvard, qui travaille sur le cerveau et qui, pour lui, toutes ces expériences sont des hallucinations, donc dues à un cerveau déréglé. Sauf qu'il vit lui-même l'expérience. Il vit un coma très grave et il va dans l'au-delà. Il rencontre une femme, dit-il, au visage souriant et charmant, qu'il ne connaissait absolument pas. Et cette femme, il la retrouve après, 2 mois après donc son retour, sur une photo. Il retrouve ses parents biologiques qu'il ne connaissait pas, et il se trouve que cette photo est la photo de sa sœur biologique décédée au moment de son expérience. Donc là, ça montre bien que cette image-là n'était pas dans son cerveau. On ne peut pas dire qu'elle était à l'intérieur de ses pensées ou de sa mémoire. Est-ce qu'on nous demande si les récits d'expériences de mort imminente sont constatés dans toutes les cultures? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Alors on l'a vu avec Laura, il n'y a pas de spiritualité derrière, etc. Est-ce qu'on a remarqué par exemple qu'il y avait plus de descriptions d'expériences de mort imminente chez les gens qui étaient croyants? Non, pas à ma connaissance, mais il y a peu de recherches sur le sujet. Un point important de cette question qu'il faut souligner, c'est qu'on parle de récits d'expériences de mort imminente. On n'a pas accès à l'expérience en tant que telle. C'est des récits qui sont remis en forme verbale, narrative, par les gens qui l'ont vécu, qui sont souvent des expériences ineffables et difficiles à comprendre, et donc qui sont mises sous forme de récits. Et c'est ça qu'on étudie, puisqu'on n'a pas accès, comme pour les rêves, on doit raconter les rêves, mais le rêve, c'est peut-être pas la même chose que le rêve lui-même. Donc pour parler des cultures, alors, encore une fois, il y a beaucoup de livres et de témoignages sur le sujet, mais peu de bonnes études. Ça, il faut quand même le dire. C'est un sujet qui est sous-exploré, qui est très populaire comme ça, mais dans le fond, scientifiquement, on n'a pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent. Donc, les études au niveau de la culture, pour ce qu'on en a, tendent à montrer qu'il y a des différences culturelles assez fortes quand même. Il n'y a pas un récit universel comme ça. Typiquement, en Asie ou en Inde, par exemple, il y a moins de lumière, il y a moins de sorties du corps, il y a moins de tunnels, les choses diffèrent vraiment. C'est-à-dire la restitution des récits sera différente en fonction des cultures et des religions. Il est sûr que si vous prenez un Parisien, un Russe, un Esquimau, vous l'envoyez à Venise, il va y avoir 3 discours différents. Mais on verra bien au bout du bout qu'ils sont tous allés au même endroit. Alors ils vont le raconter avec leur religion, avec leur culture. Dieu, ça va être la lumière divine, ça va avoir des colorations différentes, bien sûr. On va regarder un reportage tout de suite, mais juste, est-ce qu'on a déjà fait puisque vous dites que c'est compliqué de faire des expériences, évidemment, quand Laura raconte une scène très précise, en l'occurrence où votre frère était là, enfin une scène précise qu'on pourrait, dans son histoire de son coma, dater éventuellement et regarder éventuellement si à ce moment-là elle a eu un médicament ou si à ce moment-là elle a fait un problème particulier, etc. Est-ce qu'on a déjà pu superposer un événement médical particulier durant cette période de coma avec un récit de MI? Pas dans des études contrôlées, prospectives et correctement conduites. On est obligé d'appeler ce genre de témoignages, en termes scientifiques, des données anecdotiques, on va dire. Donc, dans les études qui ont tenté de contrôler ce genre de perception, ce genre le fait de connaître des choses qu'on n'aurait pas pu connaître, pour le moment, elles ont toutes échoué, au fait. Laura, vous aviez entendu parler des expériences de mort imminente avant ou pas? Non. Pas du tout. Non, non. Parce que c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça et qui le vit va le raconter de façon spontanée, ou est-ce que c'est influencé par ce qu'il a entendu avant que vous, jamais? Même le terme, je ne le connaissais pas. C'est en regardant une émission à la télé que je me suis rendu compte que décorporation, c'était... qu'est-ce que vous aviez fait? C'était une... Ah d'accord. Non, non, je ne savais pas. Je ne me suis jamais trop intéressée non plus à ça. On peut dire. Alors, des équipes de chercheurs travaillent sur cette question des EMI pour tenter de dégager des données objectives, si c'est possible. Notre équipe a suivi le travail du Coma Science Group à l'Université de Liège, en Belgique. Explication Marie Guyot et Loïse Mallet, Thierry Eudes. Je suis monté comme ça, au plafond, et puis je me suis élevé un peu plus haut. Et je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était moi qui étais en bas.
Marie ne parle ni d'un rêve ni d'un cauchemar, mais de son expérience de mort imminente. C'était il y a 3 ans. Après un choc septique, elle est plongée dans le coma pendant presque 2 mois. C'est à son réveil que ces images reviennent. Je n'ai pas vu de lumière, mais il y avait comme une espèce d'aura, enfin je ne sais pas comment on dit, mais c'était apaisant, c'était très calme, c'était vraiment, oui, c'était cool comme on dit, c'était un petit peu comme si plus rien n'existait qu'un bien-être intérieur très puissant, ce qui fait que depuis lors, je n'ai plus peur de mourir tout en ayant bien sûr la rage de vivre. Agnostique et cartésienne, Marie commence par garder son histoire pour elle. Je n'en ai pas parlé parce que je pensais que les gens qui voyaient des choses comme ça n'étaient pas tout à fait normaux. J'ai regardé le site internet qui parlait de ces sujets-là et je suis tombée sur le site du CHU où on prenait ces choses-là au sérieux. Donc c'était pas pour en parler comme dans un roman, c'était pour en parler d'une façon plus scientifique et plus rationnelle, quoi. Installez-vous. Au CHU de Liège, les chercheurs du Coma Science Group s'intéressent en effet de près aux expériences de mort imminente. Charlotte Martial en fait partie. Elle recueille les témoignages de ce qu'on appelle les expérienceurs et les soumet à une série de questions bien précises. Vous êtes-vous senti séparé de votre corps, donc une décorporation? Oui, ça oui. À plusieurs reprises? 2 fois. 2 fois. 2 fois ici. Est-ce que vous avez rencontré une présence ou un être mystique ou une personne décédée ou non? J'ai rencontré une personne décédée, oui. Un être mystique, non. J'essaie de caractériser en fait leur expérience et voir à quel point ces expériences sont maintenant détaillées, si leurs sensations étaient intenses, leurs perceptions. Donc voilà, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. En une dizaine d'années, plus de 400 expérienceurs ont participé à cette étude. Le but, chercher des explications physiologiques à ces EMI. Car pour ces chercheurs, elles n'ont rien de surnaturel. Ça, c'est le signe de la boîte vide, mort cérébrale, il n'y a plus de cerveau. Personne avec des critères de mort cérébrale a récupéré conscience. Ce n'est pas là qu'on a des expériences de mort imminente. C'est dans le cas ici où on peut être inconscient, dans le coma, c'est clair que l'activité cérébrale, elle est anormale. C'est des couleurs très bleues, c'est une réduction de l'activité de ce cerveau à peu près la moitié, mais où certains de ces patients, à peu près 1 fois sur 10, il y a quand même ces phénomènes extraordinaires et tellement riches qu'on appelle des EMI, et c'est ça qu'on aimerait mieux comprendre. Les chercheurs se livrent donc à des expériences pour tenter de mieux comprendre les mécanismes cérébraux de l'EMI. Est-ce qu'il y a des différences avec le rêve, avec des volontaires ici à l'Université de Liège qu'on va donner des médicaments comme la kétamine, qui donne aussi ces perceptions, ces sortes d'hallucinations extraordinaires, qui, quand on utilise des échelles, vont pour nous être quelque part identiques, ou en tout cas aussi avoir les caractéristiques de ces fameux EMI. Si beaucoup de choses restent encore à prouver, certaines pistes semblent se confirmer, comme le phénomène de décorporation. Pour la décorporation, on sait qu'il y a une région qui semble être importante parce que si je la stimule chez vous, c'est possible que vous allez justement vivre cette sensation extraordinaire de décorporation. Donc là, il y a une piste. On va essayer de voir ces patients qui ont survécu à leur coma, qui après nous racontent leur EMI, est-ce qu'ils ont ou pas une cicatrice dans cette région-là qu'on voit ici en rouge. Petit à petit, les chercheurs décryptent les mécanismes de l'EMI. Des mécanismes dont la complexité nécessitera vraisemblablement encore de nombreuses années de recherche. Voilà, si vous avez vécu une EMI et que vous souhaitez participer à ces recherches, les volontaires sont plus que bienvenus. Pour cela, vous contactez le Coma Science Group, c'est par mail par coma@ulg.ac.be. Évidemment, on vous mettra ça sur allodocteur.fr. Sébastien Dieguez, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous manque là? Je pense que le travail qui est conduit à Liège, c'est une piste prometteuse. Il faut interroger les gens, il faut savoir les écouter,
parce qu'encore une fois, c'est des récits qu'on a en main, c'est pas des expériences brutes. Une fois qu'on a ces récits en main, on peut faire des expériences de psychologie et des expériences de neuroimagerie pour voir si quelque chose dans le cerveau reflète les particularités de ces expériences. On peut comparer les gens qui ont eu une sortie du corps, ceux qui n'ont pas eu de sortie du corps, comparer ceux qui ont vu une lumière et ceux qui n'ont pas vu de lumière. C'est tout ce travail qui reste à faire, en fait. Vous avez réuni pas mal de témoignages sur les expériences de mort imminente. Il y a un profil psychologique de celui qui témoigne? Non, absolument pas. Ce n'est pas forcément des gens qui sont plus dans la spiritualité, ce ne sont pas forcément des gens qui sont plus religieux que les autres, ça peut arriver à n'importe qui. À l'un d'entre nous sur ce plateau, non, elle, c'est déjà fait. Mais on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, je vous le disais, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, il y a un électroencéphalogramme plat. Et on a une conscience qui est beaucoup plus performante que lorsque notre cerveau est à l'état normal. C'est un petit peu comme si vous disiez que votre voiture va plus vite, quand le moteur est arrêté. Et on ne peut pas dire que c'est le moteur qui fait accélérer la voiture. Comment on sait que la conscience, elle travaille beaucoup plus alors que le cerveau est arrêté au bout de 15 secondes? Parce que les gens sont capables de décrire ce qui se passe dans une pièce voisine, par exemple, ou à distance de leur corps. Et on vérifie que tout ça est vrai. Ils ont des éléments d'information qui sont dans la réalité et qui ne sont pas contenus dans leur cerveau ou dans leur mémoire. Donc, on a cette possibilité d'expansion de conscience lorsque notre cerveau diminue en activité. Mais pour ça, il faut un arrêt cardiaque. Laura, durant ces 10 jours de coma, vous n'avez pas fait d'arrêt cardiaque? J'ai fait un arrêt cardiaque à la base. Si. Oui, à la base. Oui, mais après, pendant non. ces 10 jours, non. puisque votre expérience de mort imminente, c'est venu pendant ces 10 jours de coma, donc il y a d'autres explications. Oui, alors peu importe si il y a cette mort cérébrale ou pas, cette mort clinique plutôt. Mort clinique, arrêt du fonctionnement cérébral. On peut l'appeler comme on veut, c'est une question de vocabulaire. Mais dans les anesthésies générales, dans les comas, dans le sommeil, dans l'hypnose, dans les arrêts cardiaques, l'activité est ralentie, l'activité du cerveau est ralentie. Et c'est à ce moment-là qu'on a ces expansions de conscience. C'est ça qui est tout à fait fascinant. Et alors, je trouve que les travaux de Lauré sont très importants parce que lui, c'est un chercheur, donc il va chercher de ce côté-là des investigations du côté matérialiste, mais c'est important parce qu'il est en train de nous démontrer que ça ne fonctionne pas. Bon, vous avez beau stimuler le gyrus angulaire, n'importe quelle zone du cerveau, vous n'arriverez jamais à vous trouver dans une autre pièce, par exemple. Laura, donc vous avez voulu raconter avec votre mère cette histoire, évidemment la méningite et cette histoire. Vous avez voulu rencontrer d'autres expérienceurs ou pas? Il y en a qui m'ont contacté suite au livre. Oui, après le livre. Mais Oui. pour faire ce livre, et puis quand vous avez pris conscience que c'était une expérience de mort imminente, vous n'avez pas voulu rencontrer? Non, j'ai pas. Non. Vu que c'était pas ça notre thème principal, on va dire, du livre. Non, mais c'était pour votre histoire personnelle, ça aurait pu vous. Non, j'ai pas cherché à rencontrer. J'ai cherché à rencontrer des survivants de méningite pour comparer nos parcours. Oui. Mais l'expérience de mort imminente, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette expérience? Mes priorités. J'étais élève infirmière à l'époque. Je voulais pas d'enfants avant 30 ans. Je voulais profiter. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai 3 enfants. Ah, carrément, oui. Je suis mariée. Oui, non, avec mon mari qui était déjà mon copain à l'époque, on a grandi plus vite que les autres, je pense. Les autres, nos copains ont évolué, mais nous, ça nous a fait grandir plus vite en tout cas. Et par rapport à la mort? J'ai pas peur de mourir. C'est quand même rassurant maintenant que j'ai vécu ça. Je suis rassurée pour la suite. Voilà. On nous demandait tout à l'heure s'il y avait plus d'hommes que de femmes qui racontaient ce genre d'histoire. Est-ce que donc éventuellement pourrait y avoir une influence hormonale ou autre? Est-ce qu'on a constaté ça? Non, je pense que ça doit être à peu près pareil, mais ça dépend des études. Il faut aussi souligner la multiplicité des étiologies. On a parlé d'arrêt cardiaque, de méningite, mais il faut aussi dire que parfois ces expériences, elles se produisent quand on a tout simplement peur de mourir, mais sans danger objectif. Quand vous croyez que vous allez mourir lors d'une chute ou quelque chose comme ça, ces expériences peuvent se déclencher. Donc on a vraiment une multiplicité de causes qui ne sont pas nécessairement médicales à proprement parler. Et puis là, encore une fois, il y a beaucoup de travail
travail qui reste à faire pour savoir s'il y a des différences entre hommes et femmes, etc. Et les enfants en racontent parfois ou pas? Oui, il y a des enfants qui rapportent des expériences de mort imminente. Alors on dit qu'ils rapportent moins l'histoire de voir sa vie défiler sous ses yeux, peut-être parce qu'ils ont tout simplement moins vécu. Non, il y a aussi des cas rapportés chez les enfants. Le décrire avec les mots d'enfant, c'est d'ailleurs très rigolo. Parce que il y a un enfant qui dit, par exemple, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Pour décrire l'être de lumière que les adultes donnent dans leur témoignage. Y a-t-il des exemples de sortie de son corps en dehors de l'EMI? Oui, il y en a. Donc, dans mon livre, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, je parle de cas en dehors des arrêts cardiaques de personnes qui ont vécu des sorties de corps. Donc, c'est une des bonnes raisons de croire à un au-delà, je pense. C'est assez probant. Vous croyez en une vie après la vie, vous? Ah oui, moi je pense que vu tout ce que j'ai pu collecter comme témoignage, vu tout ce que j'ai appris sur ces sujets, je pense qu'il est vraiment très fort que nous avons une vie après la mort. Et c'est assez apaisant d'ailleurs de le savoir. C'est rassurant en tout cas. Le chercheur, il pense quoi? J'ai un collègue qui dit que les expériences de mort imminente sont un apo à croyants. C'est un attracteur à croyants et c'est pas étonnant que beaucoup se lancent pour étudier ce domaine. Donc moi personnellement non. On cherche des explications cartésiennes. On nous dit, en ce qui concerne la petite lumière blanche, ne peut-on pas l'expliquer par l'examen de l'œil que pratique le médecin avec sa petite torche, donc éventuellement vérifiant une personne dans le coma en allant voir, et donc soyons cartésiens. Et vous croyez à la vie après la mort maintenant? Oui. Vous y croyez avant ou pas? Non. Vous n'étiez pas posé la question peut-être? Si, je m'étais dit une fois qu'on meurt, on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Là, j'ai vu des personnes décédées. Donc, elles sont encore là. Il y a quelque chose après, j'en suis persuadée maintenant. Oui, ça vous a transformé quand même un petit peu. Oui. Non, parce que vous en parlez comme si, bon, j'ai fait ça comme j'ai fait un rhume, mais ça a changé quand même votre vision de l'après. Oui. Dans le bon sens. Bon, j'espère que vous retrouverez votre mari à ce moment-là. J'espère bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur, voilà, beaucoup plus cartésien, beaucoup plus terre à terre, les épaules, les maladies des épaules, le traitement, la prothèse d'épaule, tout ça, voilà, ça va être beaucoup plus scientifiquement prouvé, plus facile. Un appel à témoin, Michel. Oui, là aussi, très terre à terre. Vous souffrez de verrues. Malgré les nombreux traitements, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous venez nous en parler sur le plateau en appelant le 01 58 88 85 21. On vous retrouve demain à 13h40 sur France 5. Merci. Merci, à demain, au revoir.